et que vraiment l'essentiel, c'est nous d'aller tester et de voir ce qui va fonctionner pour nous, ce qui va nous plaire. Alors, dans ce podcast Flow and Cash Flow pour cette seconde partie avec toi, Elisa, j'ai envie de creuser ce que tu viens de dire un petit peu plus parce que ça me paraît un petit peu atypique par rapport à ce qu'on peut entendre, ce qui peut être véhiculé aussi comme, comment dire, comme tout en un, les petits packages qu'on peut entendre voilà, sur les réseaux sociaux pour les canaux d'acquisition notamment. Et du coup, ça m'a fait écho ce que tu viens de dire sur la manière de communiquer, la manière d'être présente sur les réseaux, le fait que ce soit par des médiums qui, toi, te correspondent, qui, toi, te font du bien et qui, pour lesquels, toi, tu es à l'aise. Alors, est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu as pratiqué plusieurs fois plusieurs méthodes pour trouver maintenant la tienne et tes canaux d'acquisition signature? Comment est-ce que ça s'est passé? Ouais, alors ça a carrément pas du tout été toujours le cas. D'ailleurs, quand j'ai démarré moi, mon entreprise, j'étais pas experte en marketing. J'étais experte dans mes compétences d'accompagnement, mais marketing, non. Donc ça, c'était une grande nouveauté. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai testé. J'ai testé plein de choses. J'ai testé plein de réseaux. Pour moi, alors, je suis de la génération Facebook. Bah, c'est naturellement sur celui-ci que je suis allée au démarrage. Et puis après, je me suis dit, OK, bon, bah, il y a Instagram qui existe. Visiblement, ça a l'air assez simple de connecter les deux. Donc, je suis allée sur Insta, mais ça me semblait tellement compliqué d'utiliser Insta que je suis restée quelque temps sur Facebook. Facebook, c'était sympa, ça marchait un petit peu. J'avais pas trop exploité LinkedIn, alors que LinkedIn, étrangement, quand j'étais dans le salariat, je l'utilisais. Et là, en fait, je m'étais tellement laissée influencer par le fait que j'entendais que LinkedIn, c'était pas drôle, que c'était pas sympa, etc. Et en fait, j'étais en friction avec LinkedIn, alors qu'à la base, j'aimais ça, quoi. Tout ça pour dire que, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on entend, beaucoup de choses qu'on pense être vraies et que vraiment l'essentiel, c'est nous d'aller tester et de voir ce qui va fonctionner pour nous, ce qui va nous plaire. Aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que moi, ce qui me plaît, c'est LinkedIn. C'est clair que j'adore LinkedIn et je m'y sens très bien et on peut partager énormément de choses sur LinkedIn. Insta, je trouve ça très amusant. Donc, je vais sur Insta maintenant que que je l'ai pris en main quelque part et que je me suis rabibochée avec Instagram. Ça n'a pas toujours été le cas. Et j'ai laissé tomber Facebook. Voilà. Tu vois, quelque chose qui était simple pour moi, enfin en tout cas, qui semblait être assez évident, je l'ai complètement laissé tomber. Je m'amuse pas du tout sur Facebook. Donc voilà, donc je suis pas sur Facebook. Et puis, je commence à redévelopper tranquille, hein, mais mon compte YouTube, puisque en fait, dessus, bah, quand je fais un live hebdo, bah, je le publie, je laisse le replay accessible sur YouTube. Ah oui, c'est super intéressant. Et du coup, tout ça bouge évidemment avec parce que en début de podcast, tu disais aussi que tu avais que tu étais multi et que du coup, tu avais multi créativité florissante. Alors, comment tu fais aussi pour t'organiser et puis pour développer ce qui sort et ce qui émane de ton feu intérieur au fur et à mesure que les envies naissent? Ouais. Eh ben, je le cadre, voilà, je le dompte. J'ai fait le test aussi. J'ai fait le test vraiment de créer avec ce flow, avec ces pics de créativité, etc. Hum. Tout ça, je me le suis autorisé et c'était un vrai chaos, vraiment un beau chaos. Et donc en fait, ça faisait pas sens pour moi parce que il y a deux choses qui sont évidentes pour moi, c'est l'efficacité et l'envie. Voilà. Et en fait, s'il y a que l'envie que ce fameux flow créatif, etc., mais qui ne rend absolument rien efficace, ça n'a pas de sens pour moi, ça n'a pas d'utilité. Donc, j'associe les deux. Et donc, je le canalise, je le gère. Je sais par exemple aujourd'hui que si j'ai une idée qui pulse dans la nuit, ok, je peux me lever, la noter, ou j'ai mon téléphone pas très loin de moi, je vais vite fait la noter, ou je me fais confiance, je me dis que le lendemain matin, je m'en souviendrai, mais je vais pas aller la mettre en place tout de suite. Je vais laisser un temps, en fait, de digestion à cette idée. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, ça permet de pouvoir voir si dans 15 jours, 3 semaines, ça passe relativement vite en fait, 15 jours, 3 semaines quand on est multi, quand on a toujours des trucs à faire et qu'on a toujours envie de faire de nouvelles choses, pour aller voir, la retrouver en fait, cette idée et se demander si vraiment on a toujours cette même vibration, cette même envie, quoi. Je dirais que 2 fois sur 3, elle reste dans son coin, rangée avec les autres idées. Et puis un jour, si toutefois c'était grand vide créatif, j'irai taper dans cette liste-là. Et cette créativité et ce feu intérieur multifacette,
Tu l'as toujours eu dans ta précédente carrière, par exemple, de DRH? C'était déjà le cas ou c'est quelque chose qui s'est révélé et que tu as autorisé à laisser être au fur et à mesure? Alors en fait, c'était déjà le cas, sauf que j'avais peu de temps en dehors de mon métier pour pouvoir l'exercer, pour pouvoir me l'autoriser. C'était vraiment une question de temps. Moi, j'étais passionnée par mon métier, mais je lui donnais beaucoup, beaucoup de temps. Donc par exemple, ce qui concernait le cinéma, le chant, le théâtre, tout ça, j'ai attendu quelques années avant de m'y remettre. Et l'immobilier, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est ce que j'avais mis en place dans l'acquisition de ma résidence principale. C'était ma première acquisition immobilière. Moi, mon objectif, c'était qu'à 40 ans, je paye plus ma résidence principale. Donc ça, c'était un bel objectif que je m'étais donné. J'étais hyper fière finalement à 39 ans d'avoir soldé ma résidence principale. Et en fait, j'ai eu envie d'aller au-delà. J'ai eu envie d'acquérir un nouveau bien immobilier, mais ça prend du temps. Enfin, en tous les cas, la façon dont je l'ai envisagé, ça prenait du temps. Et donc ça, je l'ai fait une fois que je lançais mes entreprises et que je quittais le salariat. Et pour cette partie immobilière, justement, est-ce que tu t'es entouré, formé, ou alors tu y es allé comme ça à l'instinct et au feeling? J'y suis allée comme ça, à l'instinct, et en fait, j'ai fait mes premières armes avec ma résidence principale, avec ma villa. Euh, j'ai choisi des artisans comment dire, par recommandation. Mais il faut savoir aussi que les chiens font pas toujours des chats et que mes parents avaient aussi ce profil-là. Donc bon, je sors quand même d'une famille où mon père qui était médecin, euh, qui avait bossé tout le long de ses études pour se les payer, a aussi acquis des biens immobiliers, les a construits alors qu'il n'y connaissait rien, a développé ses investissements en bourse alors qu'il n'y connaissait rien, et il s'est formé en fait lui tout seul là-dessus. Et moi, je suis un petit peu cette trace en fait. Mais elle me plaît bien, donc voilà, c'est un vrai choix. Ok, super. Dans le cadre de tes activités actuelles, donc d'accompagnement des CEO, quelle est comment dire, ta signature à toi en propre? Qu'est-ce que tu as, comment dire, qu'est-ce que tu as synthétisé de toutes tes précédentes carrières et de tout ce que tu as essayé et qui n'a pas fonctionné et qui fait que c'est vraiment ton essence unique et ta singularité dans les accompagnements que tu fais? Ok, je vais en donner deux, où on la résumera, mais il y en a deux, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui est essentiel et que j'amène à chaque fois, c'est la gestion de l'émotionnel. Quand j'accompagne les CEO, moi je te l'ai dit, c'est efficacité, euh, ce sont des choses qui sont très concrètes et en fait, l'espace émotionnel a vraiment un impact hyper, hyper important dans la posture, dans les prises de décision et dans le fait de se sentir bien dans son ambition et dans ce qu'on construit. Donc ça, c'est un sujet en fait que je vais saupoudrer et qui vont intégrer petit à petit dans leur démarche d'évolution. Ça, c'est la première chose. C'était pas forcément quelque chose, je t'en parle aujourd'hui, mais c'était pas forcément quelque chose que je mettais en avant ou que je mettais en lumière avant. C'est eux qui me l'ont partagé en fait, qui m'ont dit que vraiment ils découvraient ces éléments-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on se marre. Il faut que je puisse rire avec mes clients. Il faut qu'en sortant d'un rendez-vous, ils aient ri. J'y vais pas avec cette obligation. En fait, c'est quelque chose qui va être naturel. C'est-à-dire que l'autre chose, c'est de dédramatiser, en fait, toutes les situations qu'ils vivent. Et ça fait, en fait, le lien direct avec l'émotionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai réussi à sortir mon client d'une intensité émotionnelle par rapport à une situation, par rapport à une décision, par rapport à une vision, alors je sais que là, il va être à 100% de ses capacités pour pouvoir prendre la décision qui sera la meilleure pour lui. Je sais pas si je suis claire. C'est très clair. Ok. Et du coup, par rapport au profil donc que tu peux accompagner, est-ce qu'il y en a qui sont complètement novices dans l'accompagnement? Par exemple, je pense à certains dirigeants d'entreprises qui ont pu mettre une carapace pour le coup émotionnel toute leur vie, qui ont un problème, qui sont même peut-être pas trop sûrs que ce soit toi qui puisses le régler, mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a eu une petite ouverture, une faille. Est-ce que tu as déjà ce type de profil? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Carrément. Ouais, ouais, carrément.
Ben, en fait, je vais y aller à leur rythme. Je vais pas leur balancer tout dès le départ. Euh, je vais y aller à leur rythme. Et oui, oui, j'en ai des profils comme ça. Mais à partir du moment où ils ont cette curiosité et où finalement, comment dire, leur curiosité ou leur envie à dépasser leur frustration et leur peur, et qui a fait que ça les a amenés à me contacter, moi, je saisis la balle au bon parce que c'est tellement génial de savoir que là, cette personne-là va pouvoir en repartir en étant boostée, motivée, au clair avec ses envies et va encore avoir envie ouais, d'assumer son ambition. Super. Et du coup, pendant que tu étais DRH ou peut-être après, j'imagine que tu dois être dans un processus de formation un peu continu, que ce soit sous forme de coaching ou même toi je sens une soif d'apprentissage un petit peu permanente quand même. Oui, alors bon, ça c'est pareil, hein, c'est comme les idées, je canalise, sinon je pourrais effectivement passer ma vie en formation. Mais l'idée aussi, c'est de se dire, ok, mais j'en fais quoi après? Moi, je vois plein de gens aussi qui se Mm. forment. Et puis après, quand il faut passer réellement au concret, le faire avec des clients, bah là, il y a plus grand monde. Donc ça, j'ai canalisé. Et oui, je me suis formée à énormément de choses. Bon, tout d'abord au coaching. C'est-à-dire que quand j'étais DRH, j'ai décidé de me former, d'être certifiée coach, parce que je voulais comprendre et intégrer quelle était vraiment la différence de posture. Elle existe, elle n'est pas non plus euh, hyper grande, mais elle existe quand même. Donc ça m'intéressait d'aller travailler ça. Donc ça, ça a été la première formation que j'ai réalisée. Puis ensuite, quand j'étais DRH, j'utilisais des outils. J'ai testé en fait en entreprise des outils que j'utilise aujourd'hui auprès de mes clients. Je sais que ça a marché, je sais comment les utiliser. Et j'avais envie d'aller plus loin. Donc ça a été par exemple le cas avec le fait d'animer des co-développements, animer du co-développement. Ça c'était un truc qui me passionnait, que je faisais déjà, mais j'avais envie juste de confirmer mes connaissances. Je me suis formée aussi à un outil qui s'appelle le DISC et qui permet d'identifier son profil de leadership et de communicant assez simplement. Et puis, j'ai eu envie d'aller exploiter aussi d'autres voies parce que quand on accompagne quelqu'un, et je l'ai fait moi, hein, c'est-à-dire que tous ceux que je transmets à mes clients, évidemment, moi, je me le suis mangé, hein. Je me le suis mangé, je me le suis digéré et j'ai regardé si ça fonctionnait pour moi. Quand ça fonctionnait pas, je le mettais de côté. Quand ça fonctionnait, je le gardais. Donc, notamment, j'ai eu envie d'aller au-delà de la connaissance humaine et je suis allée aussi me former dans des pratiques énergétiques, des pratiques dans le développement personnel qui font en sorte, qui me permettent de pouvoir travailler sur d'autres plans aussi avec les clients que j'ai et qui le souhaitent. C'était un peu le sens de la question suivante qui sera la dernière question. C'était justement la place en effet du corporel. Je me demandais si tu avais intégré des outils de sophrologie ou de même vu que toi c'est le théâtre et c'est aussi une relation au corps et on peut faire le lien encore avec l'émotionnel où tout se cristallise dans le corps. Quelle place tu fais justement à ces pratiques-là et quels sont tes outils et ta palette de couleurs dans ce domaine-là? Ah, elle est très large. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je m'adapte à mon client. C'est-à-dire que quand je sens que il est prêt, il a une ouverture là-dessus, il a envie d'en savoir plus, alors je vais utiliser ces outils tels que bah, je vais faire plus appel aussi à mon intuition, à ma connexion. Je vais pouvoir aller utiliser des outils qui vont me permettre de me connecter directement à lui d'un point de vue énergétique. Et ça, vraiment, je vais le faire si c'est son envie. Voilà, je force personne parce que je sais aussi que quand on n'est déjà pas à l'aise avec son émotionnel, on est en général peu à l'aise avec sa propre partie intuitive en fait. Donc je vais plutôt d'abord les aider à développer cette partie-là et ensuite, s'ils ont envie, on ira exploiter ces autres outils. On a tous, hein, d'ailleurs. On n'a pas forcément besoin d'être formé pendant un an pour les utiliser, hein. Oui, mais c'est vrai que des fois, on plante juste une petite graine, ne serait-ce que par une parole, par une phrase, et puis hop, après, ça fait son chemin et c'est pas le temps de tout révolutionner forcément. C'est ça. Donc, à l'intérieur de tout ça, il peut y avoir de l'EFT, il peut y avoir de l'hypnose, il peut y avoir, bref, j'en passe, mais différents outils. Ok. Bon, bah, c'est très clair. Merci, Elisa, pour toutes ces informations qui étaient très, très riches. Merci On te, beaucoup, Chloé.
On te suit sur LinkedIn, sur Instagram et je mettrai aussi ton site internet dans les commentaires. Est-ce que tu voudrais nous partager un petit mot de la fin d'optimisme? Ben ouais, carrément. Un petit mot de la fin d'optimisme. Alors, comment vous dire? Je vous dirais que osez. Osez ce que vous avez envie de vivre. Euh, et si vous voyez arriver la première pensée qui est mais qu'est-ce que un tel va penser de ce que je fais ou de ce que j'ai envie de faire, dites-vous qu'en fait, c'est la réponse au fait que vous devez oser. Allez-y. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci Chloé. À bientôt. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!